Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Vous nous avez manqué. Ah non mais stop là, la vieille ref à Pécresse est hyper old. Non, moi je te dis les rêves de boomer, ça... Ah, oui, je l'ai. Et ça? Alors attendez, on va le refaire, ils étaient pas prêts. Merci à toi. Vous nous avez manqué et puis tant de choses se sont passées entre-temps. Mais bref, on revient en force. Nouvelle rubrique, nouvelle macronerie, nouveau défi. Mais avant ça, on va parler d'impôts. Et oui, quand c'est pas le budget, c'est les impôts. Enfin, c'est un peu pareil mais... Mais je suis sûr que vous avez pas encore fait votre déclaration. Attention, la date butoir est proche. Si vous aviez oublié, dites-le en commentaire. Bon, les impôts, c'est pas la première fois qu'on en parle. On vous a déjà montré comment le système fiscal actuel permet aux ultra-riches d'éviter, légalement ou pas, de payer l'impôt. On a vu les systèmes Cum, la méthode de la holding et du nantissement, bref, toute la boîte à outils de l'optimisation fiscale. En effet, le groupe Lyot pour Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires a lancé une commission d'enquête sur l'imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et sur leur contribution au financement des services publics. Ah bah sacré titre, hein. Ils veulent pas ajouter sur l'optimisation fiscale transfrontalière et les holdings patrimoniales intergénérationnelles? Gaby Zuckman, je t'invoque, j'utilise ton pouvoir taxe pour faire cracher les ultra-riches. Ah, ça va vraiment pas mieux, hein. Surtout qu'on va aussi regarder où cette taxe se situe dans l'histoire de l'imposition des revenus et du patrimoine. Est-elle si révolutionnaire? Qu'a-t-on fait à d'autres moments face aux grosses compressions budgétaires? Bon épisode de Dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. La commission d'enquête sur l'imposition des plus hauts patrimoines a ainsi auditionné Gabriel Zuckman, mais aussi Thomas Piketty et Agnès Vermicelle-Depied. Agnès Vermicelle-Depied. Ah non mais les blagues sur les noms, ça? Puis quoi encore? Agnès Vomi-Moisissier, Agnès Vautré-Magouillet, Verdier Merdinier... Bon, non, on arrête les noms et on parle du fond. Enfin bon, de ce qu'elle raconte, quoi, parce que c'est pépite. Pour répondre de la manière la plus, en termes de granularité, la plus fine à vos questions, il nous faudrait un niveau plus fin que ces fameux 5% sur lesquels nous on bute à ce stade. Alors justement, entrons dans le vif du sujet. Normalement, plus on gagne d'argent, plus on paie d'impôts. L'euro gagné jusqu'à environ 11 500 euros par an n'est pas imposé. Entre 11 500 et 29 000 euros, il est taxé à 11%, puis 30% jusqu'à 83 000 euros, 41% jusqu'à environ 180 000 euros, et enfin 45% au-dessus. Quand vos revenus augmentent, vous gagnez toujours plus d'argent, mais la part prélevée augmente aussi. L'idée est simple, les premiers euros servent à vivre, se loger, manger, se chauffer. Le 180 001e est évidemment moins vital que le premier. Mais surprise, pour les très riches, les 1% des 1% les plus riches, ça ne marche plus comme ça. C'est même pas le millième, c'est le millième au sein des 1%. Donc c'est les 0,0001% les plus riches. En gros, les 500 familles du magazine Challenge, c'est ça. 500 familles sur presque 50 millions de foyers fiscaux en France. Bon, pour eux, l'équation devient un peu différente. L'Institut des politiques publiques, l'IPP, a publié en juin 2023 une note basée sur des données inédites de la Direction générale des finances publiques. L'IPP montre que les 0,1% les plus riches payent environ 45% d'impôts. Jusque-là, tout va bien. Mais quand on va regarder les 0,0002%, à savoir le 5 millième des 1% les plus riches, le taux effectif plonge à 25%. Et ça se voit très bien dans leur graphique. Ici, la courbe d'imposition monte avec les revenus fiscaux. Mais la dégressivité fiscale est tout aussi visible. Quand on regarde le patrimoine, ça monte, puis ça redescend. Et la petite ligne grise montre justement le taux attendu. L'espace blanc, c'est l'argent qu'on devrait récupérer si les ultra-riches payaient réellement ce qu'ils devraient payer. Pour comprendre leur mécanique, on vous renvoie à notre vidéo sur le sujet. En gros, les riches placent leurs entreprises sous une autre entreprise qu'ils possèdent, la holding. Officiellement, ce n'est plus eux qui touchent les bénéfices, mais la société. Les profits restent donc dans cette structure. Ce sont les revenus encapsulés qui échappent au barème classique de l'impôt. Aujourd'hui, on a quand même, et c'est ça qui nous intéresse aussi, et c'est pas du tout, c'est simplement pour y voir clair, c'est que on a
des possibilités pour certains d'encapsuler certains revenus dans des sociétés holding et de ne pas les distribuer, tout simplement. Et donc de ne pas avoir de revenus qui est au barème. La vraie question derrière tout ça, c'est comment cette sous-imposition permet une concentration du capital à des niveaux historiques. Vous vous doutez bien qu'Agnès Verdier-Molinier n'a pas laissé passer ça. Et on a eu le droit à tout le bingo néolibéral. Nous, ce qui nous a frappé dans le débat public, et on l'a dit dans notre étude de septembre, c'est qu'il y a eu beaucoup d'interventions dans le débat public pour dire que les Français sont taxés à environ 50% de leurs revenus en impôts et cotisations sociales, tout prélèvement compris, et que ce chiffre tombait à 27 pour les milliardaires. Et ça, on ne le retrouve pas dans nos statistiques à nous. Et c'est là que je pense qu'il va falloir essayer de faire la lumière, si possible, dans le cadre de cette commission d'enquête, puisque nous, je vous l'ai dit, quand on réintègre tous les impôts, y compris les impôts indirects, sur l'ensemble des déciles, on a une moyenne à 45,6% et un dernier décile, les 10% les plus élevés, à 66,8%. D'abord, en fait, la dégressivité de l'impôt n'existerait pas. Pour déguiser le bousin, elle balance une salade de chiffres la plus confuse possible. On ne peut faire une granularité plus importante dans notre étude, et ça c'est ce que vous avez cité, monsieur le rapporteur, on ne peut faire une granularité plus importante que sur les impôts directs. Donc là, sur le haut de la distribution, où on regarde les 9%, les 1%, les 0,9% et les 0,1%. Effectivement, on arrive aux chiffres que vous avez cités. Sur les 1% avec les revenus les plus élevés, on est à 55,8 sur la totalité des impôts directs par rapport à leurs revenus. Sur les 0,9 à 56 et sur les 0,1 à 55,2. Donc on trouve bien aussi une mini-régressivité, mais qui est vraiment beaucoup plus faible que celle qui est évoquée quand on parle de la note que vous avez citée de l'Institut des politiques publiques. La belle granularité de l'escroquerie. Et surtout, elle ajoute des données franchement pipotées. Les droits de mutation à titre gratuit, les droits de succession, encore appelés DMTG. Comment avez-vous pu faire d'ailleurs vos calculs sur les droits de mutation à titre gratuit, alors qu'ils ne sont pas mis sur informatique et que nous-mêmes, nous l'avons demandé aux services fiscaux de nous donner la répartition des DMTG par niveau de revenu, et nous ne les avons pas. Mais au-delà des chiffres fantaisistes, comment fonctionne son raisonnement ? C'est simple. Elle additionne les impôts indirects, TVA, impôts sur les sociétés, CSG, CRDS, tout en excluant les revenus non distribués, c'est-à-dire précisément l'argent caché dans les holdings. Évidemment, ça change les résultats. Et ça a été rapidement recadré par le rapporteur de la commission, pourtant issu de la droite libérale classique. Oui. Madame, tous les travaux dont nous disposons montrent qu'il y a une progressivité du système, jusqu'à 99,9% des familles. La dégressivité commence pour le dernier, non pas centième, mais le dernier millième. Elle déplace ainsi volontairement le débat. En parlant des 1%, elle masque le fait que la déformation concerne surtout le 5 millième de ce 1%. Les autres, eux, paient à peu près normalement les impôts. Puis elle sort l'argument classique, les riches prennent des risques, donc leur enrichissement serait finalement normal. Est-ce qu'on peut reprocher finalement à des personnes qui sont investies dans l'économie, qui ont monté des entreprises, qui prennent des risques aussi avec leur argent, de payer un tout petit peu moins, parce qu'on parle d'une différence entre le 0,1 qui est à 55,2 et le 1% qui est à 55,8. De payer un tout petit peu moins d'impôts globalement que celui qui va être un salarié avec un très gros salaire. Vous voyez à quel point nos entreprises sont malmenées en ce moment, donc, et ont des difficultés. On a eu quand même 70 000 défaillances en 2025. Donc une entreprise, elle n'est pas assurée de son avenir, quel que soit le temps économique. Donc moi, je ne vois pas en fait en quoi c'est choquant. Oh, le pauvre Bernard Arnault et tous les risques qu'il prend. Alors, tous ces miracles statistiques d'Agnès Virement-Monétier... On avait dit non. Bon, ok. Cette manigance statistique sert surtout à masquer l'accumulation croissante de richesses dans les mains d'une minorité, comme l'a très bien montré Thomas Piketty. Ce qu'on constate au cours du XXe siècle, enfin sur le long terme, c'est que la concentration des patrimoines a fortement baissé. Juste pour fixer quelques chiffres, les 10% des Français les plus élevés, aujourd'hui, l'INSEE va nous dire qu'ils possèdent entre 50 et 60% du patrimoine total, mais à la veille de la Première Guerre mondiale, c'était 90%. Donc, c'est juste pour fixer les choses, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est à la fois très concentré, notamment du point de vue des patrimoines,
puisque les 50% les plus pauvres, en gros, ne possèdent rien, possèdent 5% du patrimoine total, les 10% les plus riches, 50-60% du total. Donc, l'égalisation relative des conditions de vie au XXe siècle a été le produit de luttes politiques et fiscales, pas un phénomène spontané. Et cette dynamique semble aujourd'hui reculer. Dans les années 70, le patrimoine privé total d'un pays comme la France, c'est-à-dire la valeur de tout l'immobilier, de toutes les actions, de tous les titres financiers possédés par les ménages, des comptes en banque, etc., net de dette, ça représentait l'équivalent de à peu près 200% du PIB, c'est-à-dire 2 années de PIB. Et aujourd'hui, c'est l'équivalent de 500% du PIB, 5 années de PIB. Mais cette richesse produite, où va-t-elle ? Est-elle répartie équitablement ? Ou bien est-ce que les riches s'enrichissent beaucoup plus vite que les autres ? Il y a 40 millions de foyers fiscaux en France. Les 1% les plus riches, c'est donc 400 000 foyers fiscaux. Et si vous regardez les 400 foyers fiscaux les plus riches, grosso modo les familles qui sont recensées tous les étés par le magazine Challenge, cette population-là a connu une envolée extraordinaire de sa richesse. Et l'explosion de la fortune des milliardaires. All you care about is money. This town deserves a better class of criminals. Non, alors pas ce genre d'explosion. Les classements du magazine Challenge, la première édition de leur classement, c'était en 1996. Et en 1996, la richesse de ces plus grandes familles, de ces familles les plus riches, s'élevait à l'équivalent d'environ 6% du PIB. D'accord ? Ça veut dire si les 500 plus grandes fortunes avaient dépensé tout leur argent en 1996, elles auraient pu acheter l'équivalent de 6% de tous les biens et les services qui sont produits une année donnée en France. En 2010, ce chiffre était passé à 12%, donc il y avait eu un doublement. Mais entre 2010 et 2024, la fortune des 500 familles les plus riches est passée de 12% du PIB à 42% du PIB. Pendant que la richesse française passait de 200% à 500% du PIB, soit multipliée par 2,5, la richesse détenue par les ultra-riches passait de moins de 6% à 42% du PIB, soit multipliée par 7. Autrement dit, les plus riches se sont enrichis environ 3 fois plus vite que la moyenne nationale. Cette concentration de la richesse doit évidemment être mise en rapport avec l'endettement public de la France. Les riches n'ont jamais été aussi riches et la France aussi endettée. Or, un État endetté finance ses services publics et sa solidarité nationale par l'emprunt plutôt que par ses ressources propres, les impôts et les taxes. Pourtant, les services publics sont une richesse collective, surtout pour ceux qui n'ont pas ou peu de patrimoine. Pour un étudiant, l'État dépense 13 000 € par an pour des frais d'inscription d'environ de 400 €. Comparé aux 50 000 € annuels demandés par certaines universités américaines, le gain permis par le service public est vertigineux. Plusieurs dizaines de milliers d'euros économisés sur un cursus. Pour les études longues, l'écart devient immense. Un doctorat coûte aux alentours de 100 000 € à la collectivité en France, contre des montants pouvant approcher les 400 000 € de la poche des docteurs aux États-Unis. Ce financement public est donc une contribution directe à l'enrichissement des classes populaires et moyennes. Envoyer ses enfants à l'université a longtemps été un rêve inaccessible pour beaucoup de familles. Et l'accès à l'enseignement supérieur reste une des conditions essentielles pour éviter qu'une société ne reproduise, tout simplement, les dominations de classe. Mais surtout, l'accès à l'éducation supérieure est aussi une des grandes explications de la prospérité. Thomas Piketty prend l'exemple des États-Unis. Pendant longtemps, le taux d'imposition maximal y atteignait 95%. Et pourtant, cette période correspond aussi à l'une des plus fortes phases de croissance économique du pays. La productivité aux États-Unis à l'époque et la croissance de la productivité était plus élevée que ce qu'elle a été depuis les années 80. Je pense parce que le vrai facteur de prospérité à long terme, il est plus dans l'accès à la formation. Les États-Unis, dans les années 50-60, avaient une avance éducative sur l'Europe considérable. Enfin, étaient à 90% d'accès en lycée dans les années 50, là où on était à 20% ou 10% en France ou en Allemagne. Donc, le problème est donc assez simple. Les riches s'enrichissent toujours plus, captent une part croissante de la richesse collective parce que leurs revenus du capital sont beaucoup plus rentables fiscalement. Comme on l'a vu, l'euro supplémentaire gagné par le travail du 1% des plus riches est taxé autour de 45%. Mais chez les ultra-riches, cet euro supplémentaire n'est taxé qu'à environ 25%. Et cet écart entre 25 et 45% explique beaucoup. Ces nouveaux euros peuvent être réinvestis, produire de nouveaux revenus, eux-mêmes sous-taxés et ainsi de suite. Bref, c'est le ruissellement inversé. Plus vous gagnez, moins vous êtes taxé, plus vous accumulez. L'inégalité vient donc aussi d'une différence de rendement de l'argent selon qu'on est riche ou très riche.
Cette mise en perspective par rapport au niveau d'endettement public de 1945 et de la Révolution française, parce que je pense que, vu le niveau d'endettement public actuellement, on ne peut pas refuser ce type de comparaison, refuser de voir les solutions qui ont été trouvées à l'époque, l'impôt de l'autorité nationale en 1945, refuser de les examiner sereinement en parlant de spoliation avec un impôt à 2%, quand à l'époque il y avait un impôt à 20% et un impôt jusqu'à 100% sur les enrichissements. Je pense que ça aide pas la clarté du débat public. Historiquement, surtout depuis la Révolution française, c'est justement le rôle de l'impôt, modifier le rendement du capital pour redistribuer une partie de la richesse vers les plus vulnérables. L'impôt sert à déconcentrer le capital, ce qui n'a jamais enchanté les capitalistes. Les plus hauts patrimoines en question, si on leur avait annoncé ça il y a un siècle, aurait dit voilà, le monde va s'effondrer, l'économie va s'effondrer, notre épargne va s'effondrer, comment allez-vous faire sans notre épargne et nos investissements? Et la vérité, c'est que la France et tous les pays riches avec elle sont pas si mal sortis. Pourquoi? Parce que les classes moyennes, les classes moyennes supérieures ont produit finalement encore plus d'épargne que ce que les plus riches produisaient avant, et il y a eu de l'investissement public. Et encore, ils n'étaient pas prêts pour ce qui est venu ensuite, parce que certaines solutions ont parfois été radicales. L'impôt de solidarité nationale, adopté par l'Assemblée nationale en 1945, adopté et appliqué avec succès, avec des recettes considérables, le taux d'imposition donc monte jusqu'à 20% sur les plus hauts patrimoines, et avec en plus un taux supplémentaire sur l'enrichissement entre 1938 et 1945. Le problème aujourd'hui, comme on l'a vu dans la vidéo sur l'optimisation fiscale, c'est que les ultra-riches ont trouvé des moyens de transformer leur richesse en forme peu ou pas imposable, notamment via le nantissement, aussi appelé prêt lombard. En gros, ils déguisent leurs revenus en dette. Leur richesse ne ressemble plus à du revenu imposable, mais à de l'emprunt. Pour mieux comprendre, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Bon, mais on en parle quand de la taxe Zuckman, du coup? Parce que j'ai préparé mon coup avec la carte, là, mais on n'a toujours pas le fin mot de l'affaire. Bah justement, on y vient. L'idée de la taxe Zuckman est simple. Quand vous êtes vraiment très riche, plus de 100 millions d'euros, vous payez chaque année 2% de cette fortune au fisc. Point. Pas de montage compliqué, pas de sous-exceptions obscures. L'objectif, c'est de ramener le taux d'imposition effectif des très grandes fortunes à des niveaux comparables à ceux du reste de la population. Avec un taux plancher de 2%, du patrimoine, le taux de prélèvement obligatoire pour les ultra-riches monterait à peu près 50% du revenu, autant que le français moyen. Bien entendu, ça ne plaît pas du tout. Mais alors pas du tout aux capitalistes et à leurs sycophantes. Alors quoi? Leurs sycophantes, leurs avocats, leurs porte-voix. Eh ben dis ça alors. Sycophante. Non, je dis sycophante. Y a quoi? Donc là, on est toujours en train de se dire, oula, il y en a qui vont contourner la législation du fiscal avec un niveau de taxation qui est très élevé en France. Et alors, on va aller chercher à créer une taxe supplémentaire pour aller rechercher la recette. Alors qu'il y a plein de pays qui sont en train d'essayer de faciliter au maximum le transfert de génération en génération de leurs entreprises pour garder leurs entreprises sur leur territoire. Et nous, on focalise sur ce sujet des holdings. Moi, je pense pas que ce soit le sujet numéro 1. Face à cette perspective effrayante pour le capital, les pro-capitalistes ont ressorti l'arsenal classique, l'exil fiscal et l'inconstitutionnalité. Par rapport aux redevables de l'IR, en général, qui ont quitté la France, ceux qui sont dans les très hauts revenus, eh bien, il y en a plutôt plus qui partent que moins. Vous voyez ? Donc, est-ce qu'on ne devrait pas arriver à faire une publication qui ne prenne en compte que les foyers redevables de l'IR et qui regarde quel est le taux d'expatriation en montant dans les niveaux de revenus? Nous, on considère que c'est au moins 3 fois plus par rapport à la moyenne des foyers redevables de l'IR qui ont quitté la France. L'argument est connu. Si vous créez la taxe Zuckman, les riches vont partir. Dans cette même note, le CAE montre que les ménages à haut revenu du capital sont sensibles aux réformes touchant la fiscalité et que les tentatives d'augmenter la fiscalité des hauts patrimoines et des hauts revenus ne sont-elles pas vouées à augmenter mécaniquement l'exil fiscal, rendant ces mesures contre-productives si elles sont prises dans un seul cadre national ?
Déjà, il faudrait appeler ça par son vrai nom, le chantage fiscal. Il y a aussi la façon dont on a organisé les relations économiques internationales, en laissant libre cours aux forces de la concurrence internationale, et en particulier de la concurrence fiscale, ce qui a permis aux détenteurs, aux entreprises multinationales et à leurs propriétaires, en gros, de faire du chantage à la délocalisation pour obtenir soit des baisses d'impôts, soit différentes réglementations, régulations plus favorables. Et cette possibilité d'exil n'est pas tombée du ciel. Elle résulte de choix politiques et historiques bien identifiables. Il y a eu un basculement à partir des années 80-90 qui est évidemment la conséquence du fait qu'on a mis en place un système des accords internationaux sur la circulation des capitaux sans aucune mention de la fiscalité. C'est-à-dire on crée un droit et un système légal extrêmement sophistiqué permettant d'appuyer sur un bouton, de déplacer ses actifs sans aucun système de traçabilité, sans aucun système pour faire payer l'impôt qui est dû dans le pays qu'on a quitté. Et après, on dit, ah ben mince alors, on ne sait pas quoi faire, ils sont partis, on peut plus les faire payer, on va être obligé de mettre des taux d'imposition plus faibles sur l'avenue du patrimoine. Mais en réalité, l'argument de l'exil fiscal sert surtout à décourager tout nouvel impôt. Parce qu'en pratique, partir fiscalement, c'est pas si simple. Par exemple, Pierre-Édouard Stérin, monsieur « Ma France, je l'aime », a commencé son exil fiscal en 2012. Mais il n'a abouti complètement qu'en 2025, quand il consolide enfin son empire économique dans une holding définitive, comme l'a révélé l'Observatoire des multinationales. 13 ans, c'est long. Ce que ça montre surtout, c'est le manque de volonté politique pour lutter contre les revenus exilés. Alors que des exemples comme la Californie montrent qu'on peut agir. Une proposition d'impôt sur le patrimoine des milliardaires de 5%, prélèvement unique, pas annuel, qui serait dû par toutes les personnes qui, au 1er janvier 2026, étaient résidentes de l'État de Californie et avaient plus de $1 milliard de patrimoine, et donc elles devraient payer 5% de leur fortune. Et la Californie va même assez loin contre l'exil fiscal. Quitter l'État de Californie du point de vue fiscal. Et il y a des règles très strictes, et donc pour rompre le lien fiscal avec l'État de Californie, il ne s'agit pas simplement d'acheter une propriété dans un autre État, à Miami, etc. Il ne s'agit pas simplement de déménager des entreprises. Non, il faut pouvoir démontrer qu'on a changé son lieu de vie. Il faut pouvoir le démontrer en ayant changé de médecin, en ayant changé de vétérinaire. Ça montre le manque d'ambition des autorités françaises. On pourrait d'ailleurs imaginer un mécanisme simple. Vous partez ? Très bien. Mais si votre nouveau pays taxe moins que la France, vous continuez à payer la différence pendant quelques années. Bref, l'exil cesse d'être rentable. Si vous partez, vous installez dans un pays qui vous taxe moins que la France, alors, pendant 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, la France devrait collecter la différence entre l'impôt que vous payez dans votre nouveau pays et celui que vous auriez à payer si vous étiez encore en France. Ce serait parfaitement neutre du point de vue fiscal de vivre à Paris ou à Milan ou à Dubaï ou aux îles Caïmans. Donc le premier argument contre la taxe Zuckman, son inefficacité à cause de l'exil fiscal, tient assez mal. Mais les responsables de la commission avaient un autre argument. La taxe serait tout simplement inconstitutionnelle. Beaucoup d'interlocuteurs ont pointé le risque de censure par le Conseil constitutionnel d'une taxe à hauteur de 2% du patrimoine global, sans plafonnement par rapport aux revenus. Et donc on a des obstacles, disons, constitutionnels. Il découle de la jurisprudence de ce dernier qu'on ne peut atteindre des taux marginaux de 1,5 qu'à condition de prévoir un tel plafonnement ou à condition que l'imposition soit strictement exceptionnelle. Le Conseil n'a admis l'absence de plafonnement que pour une imposition à 0,5% dans une jurisprudence qui maintenant commence à prendre des années. Ce dont il parle, c'est cette décision. Et les critiques contre la constitutionnalité de la taxe Zuckman reposent toutes sur la même question. Jusqu'où l'État peut-il taxer un patrimoine sans porter atteinte au droit de propriété ? En jargon juridique, on parle d'impôt confiscatoire. Confiscatoire, forcément, les riches le prennent mal. Normalement, l'impôt est progressif. Or, la taxe Zuckman, elle, n'est pas progressive. 2% par an, point barre. Ma question est la suivante. Selon la nature des investissements, la rentabilité est très différente. Et donc, dès lors, au-delà du mécanisme de la taxe Zuckman, vous semblerait-il pertinent d'envisager des taux différenciés de taxation du patrimoine en fonction de la composition et de sa rentabilité ? Mais c'est à dessein. Poser ce principe simplissime que si vous êtes extrêmement riche, il doit y avoir un plancher incompressible, point à la ligne. Et à partir du moment
où on commence à introduire des cas particuliers, des distinctions, des échappatoires, on lance la machine à optimisation fiscale. Les ultra-riches exploitent la moindre exception pour détricoter l'impôt. Et surtout, l'argument n'est pas très convaincant. En France, il existe déjà des impôts calculés sur la valeur du patrimoine, indépendamment de son rendement économique, comme les droits de succession, les DMTG, ou la taxe foncière. Pour juste attirer votre attention sur le fait qu'il existe déjà un impôt annuel sur le patrimoine en France, qui s'appelle la taxe foncière, à des taux effectifs qui sont très souvent supérieurs à 0,5%, et même parfois très nettement supérieurs à 0,5%. Et la taxe foncière est même bien plus injuste que la taxe Zuckman. Pour moi, le gros problème de la taxe foncière actuellement, c'est que vous possédez un logement de 200 000 euros. Vous avez une dette de 190 000. Vous payez la même taxe foncière que quelqu'un qui n'a le même logement, aucune dette, et qui a un portefeuille financier d'1 million d'euros. Alors là, en termes de rupture de l'égalité face à l'impôt, c'est quand même c'est quand même incroyable. Tout le monde s'émeut de ce que vont payer les gens qui ont plus de 100 millions de patrimoine avec 2% d'imposition. Mais alors, l'augmentation des recettes de taxes foncières depuis 15 ans en France, là, voilà, tout le monde est très content, ça pose aucun problème. Alors que derrière, vous avez des situations individuelles de personnes qui, par rapport à leur patrimoine net, parce que c'est ça qui compte d'un point de vue économique. Quelqu'un qui a une maison de 200 000 et un emprunt de 190 000, son patrimoine net, c'est 10 000. Et bien, il peut se retrouver à payer une taxe foncière de 2 000 ou 3 000 euros. C'est-à-dire, en fait, par rapport à son patrimoine net, de 20% de son patrimoine net. Et alors là, aucun problème, la Constitution est respectée. Oui, mais monsieur le professeur, ça concerne surtout les petits propriétaires, donc ça intéresse beaucoup moins le Conseil constitutionnel quand il s'agit de protéger les grandes fortunes. Le deuxième argument confiscatoire, c'est que certains contribuables devraient vendre une partie de leur patrimoine pour payer la taxe. L'État spolierait donc les propriétaires. Vous ne pouvez payer vos impôts que sur vos revenus. Si vous n'avez pas de revenus, comment vous payez vos impôts? Vous dites, vendez le capital. Vous vendez le capital. Bon, c'est ça votre thèse. Mais ça... Non, attendez, si je me permets d'aller jusqu'au bout de ma réflexion, voilà. Mais à ce moment-là, on va vous dire c'est expropriatoire. Si les gens ne veulent pas louer leur capital, leur bien ou je sais pas quoi, bon, c'est leur liberté. Mais à ce moment-là, vous voyez, donc il y a une limite. Mais en réalité, c'est pas vraiment un problème. Comment est-ce qu'on répond à ce problème? On y répond de deux façons. Premièrement, en permettant un étalement des paiements. Et deuxièmement, on permet aux contribuables en question, qui n'auraient pas la liquidité pour payer l'impôt sur les successions, de payer en nature, c'est-à-dire avec des œuvres d'art. Et ce que j'ai proposé, c'est simplement d'élargir un petit peu ces dispositifs, ces mécanismes de dation, pour qu'ils ne s'appliquent pas seulement aux œuvres d'art, mais qu'ils puissent s'appliquer aux actions possédées par les foyers fiscaux qui seraient redevables de l'impôt plancher. Et c'est pas un problème nouveau. La loi sur l'impôt de solidarité nationale, adoptée par cette assemblée, je pense que c'est quand même le moment de se repencher dessus, quand même, parce que là, c'est le patrimoine de cette maison, le patrimoine de la France. Cette loi, que prévoit-elle? Elle prévoit évidemment le paiement en titres. Bon, c'est dans une époque où, par ailleurs, on nationalise, etc., donc ça paraît très naturel pour tout le monde, le paiement en titres. Mais dans tous les pays où on fait des impôts sur le patrimoine à ce moment-là, le paiement en titres est la forme privilégiée. Les dations en paiement pour les droits de succession existent depuis longtemps, et payer une partie de la taxe Zuckman en actions permettrait même de maintenir des entreprises et du capital en France. Comme ça, ce serait l'ensemble du pays qui bénéficierait du succès de nos licornes, si elles en ont, où la puissance publique pourrait aussi revendre ses actions. Et j'ai proposé qu'elle les revende en priorité aux salariés des entreprises en question. Et s'il n'y a pas assez de preneurs chez les salariés, que les actions soient revendues à d'autres investisseurs en interdisant la revente à des non-résidents. Donc, dans tous les cas, la propriété des entreprises de ces licornes, elle reste française. Donc pas vraiment de blocage de ce côté-là non plus. Mais l'argument le plus intéressant, c'est peut-être l'inverse. Et si la situation actuelle était elle-même inconstitutionnelle? Et si la taxe Zuckman était justement le moyen d'y remédier? La Constitution en matière fiscale, en gros, dit principalement une chose, qui est de reprendre dans son préambule la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui pose dans son article 13 le principe d'égalité devant l'impôt. Principe dont l'interprétation minimaliste qui puisse être faite est que l'impôt ne devrait pas pouvoir être régressif.
c'est-à-dire que les personnes les plus fortunées ne devraient pas pouvoir payer moins d'impôts que le reste de la population. C'est la situation actuelle qui bafoue notre Constitution. Bon, entre ce que démontre Gabriel Zucman et ce que fera réellement le Conseil constitutionnel, il y aura probablement un monde. Mais l'argument mérite d'être avancé. Parce que derrière toutes ces questions fiscales et constitutionnelles, il y a surtout un choix politique. Comment organise-t-on la production de richesse et l'investissement? Concentré entre les mains d'une minorité toujours plus riche ou déconcentré? Il y a différentes façons d'organiser l'investissement. Et que l'idée que seuls les détenteurs actuels du patrimoine, dont quand même le patrimoine a été multiplié par 5 en pourcentage du PIB sur 10 ans, sont les seuls à même d'organiser l'investissement dans ce pays, oui, mais dans ce cas-là, le raisonnement, il s'arrête où? Si on continue de multiplier par 5 leur part dans le patrimoine total, on dira la même chose dans 10 ans. Enfin, il y a forcément un moment où le raisonnement s'arrête. Ces débats sont essentiels, mais restent encore largement absents des médias dominants. Si vous voulez continuer à entendre des choses que la bolosphère et les plateaux de convenance préfèrent éviter, n'oubliez pas de vous abonner et de soutenir Blast. On a besoin de vous pour continuer ce travail. Et comme vous êtes nombreux à nous suivre, on va arrêter là les atrocités fiscales. Rubrique suivante. Alors, pour se détendre un peu ou crever de cringe, retour au classique, les macroneries. Parce qu'il nous a tout fait. Emmanuel à la cuisine, Emmanuel sur la piste de danse, Emmanuel joue au ping-pong, et même Emmanuel Colomb. En voyage officiel au Kenya, à Nairobi, il s'est mis en scène avec un influenceur cuisine. Ah mais quel homme! Brigitte doit être ravie. Maintenant, il s'est raté de nouveaux plats en plus de pas savoir danser. Ce niveau de gênance, son sourire débile, c'est pas de danse de Christine 55 ans de la compta. Eh Manu, personne t'oblige à danser, mais au moins, shake un peu le bouti, quoi. Bon, après Macron cuisine et Macron danse, il y a eu Macron colon. Alors pas ce genre de colon-là, hein, même si les bruits se ressemblent. You're not waiting your turn. I will make order. Excuse me, everybody. Hey! 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 Oh oui! Une présentation sur la création culturelle africaine interrompue par un président français venu remettre de l'ordre. Pas mal, non? Stop! Non, c'est pas fini. I'm sorry, guys, but it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. Oh là là, mais le bruit insupportable, c'est surtout lui. Hey! 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 Ah là, mais ces cris de frat bro là, mais quelle horreur, quelle angoisse. If you want to have bilaterals or speak about somebody else, something else, you have bilateral rooms or you go outside. Le mec est un robot, hein. Pour dire discussion à deux, il dit bilat. Il peut pas parler normalement lui aussi? If you want to stay here, we listen to the people. And we play in the same game. Okay? Thank you. Oh! Vraiment, un président européen en Afrique qui explique aux gens présents comment se comporter pour rester là, ça fait temps béni des colonies. Voilà, là, c'est là que tu peux le mettre. Pas mal, non? Ouais, mais c'est tombé à plat, là. Bon, allez, rubrique suivante. 2027 approche et les politiques s'adonnent à leur sport favori, le lancer de bullshit. Alors on va faire notre part et nettoyer un peu ces écuries d'Augias. On va commencer par le délicieux, le subtil, le magnifique Éric Ciotti. Hier, 2 drames terrifiants liés au narcotrafic ont frappé notre pays. À Dessines, cela a été dit, 3 morts dans un incendie. Et à Nice, dans ma ville, 11 personnes impliquées, 2 sont décédées. Monsieur le Premier ministre, les narcotrafiquants nous ont déclaré une guerre. Ils ont déclaré une guerre à la République. Cette guerre, je crains que nous soyons en train de la perdre. Chaque jour, le cancer du narcotrafic gagne du terrain. Chaque jour, des victimes tombent. Alors évidemment, de tout ça, il en tire une conclusion. Nous avons besoin d'une mobilisation générale, d'un combat national. Nous avons besoin d'une force. Nous avons besoin d'un quoi qu'il en coûte sécuritaire.
Bon, le propos d'Éric Ciotti est simple. La France se transformerait en orange mécanique. La violence serait partout et contaminerait les rapports sociaux. Sauf que les chiffres du ministère de l'Intérieur, pourtant généreux sur les questions sécuritaires, racontent autre chose. Pour l'ensemble de la délinquance enregistrée par la police, les chiffres restent globalement stables depuis 2016. Le ministère indique entre 2016 et 2025, plus 1% d'homicides, moins 8% de vols violents sans armes, moins 2% de cambriolage, moins 2% de destruction et dégradation volontaire. Mais comme souvent à droite sur la sécurité, on oublie vite les chiffres gênants. Plus 11% sur les VSS, 15% pour les viols et tentatives, plus 5% pour les atteintes à la probité, la corruption, plus 8% d'actes racistes et plus 13% d'actes anti-LGBT. Ce tableau n'est jamais mis en avant par l'extrême droite. Il décrit une France plus raciste, plus LGBTQIA-phobe et plus corrompue. Les chiffres sur les VSS sont aussi parlants. MeToo est passé par là et les victimes parlent davantage, portent plus plainte, dénoncent plus leurs agresseurs. Pas un mot là-dessus, non. Éric Ciotti préfère parler du narcotrafic, présenté comme un danger omniprésent, comme si chaque jour la France tombait dans une guerre de gangs. Bref, il s'agit surtout de provoquer la peur pour empêcher de réfléchir aux spoliations de masse qu'il prépare pour les ultra-riches. Parce que sur la même période, c'est aussi plus 6% d'infractions pour usage de stupéfiants et plus 3% pour le trafic. Et pour quel résultat concret l'État qu'estime décrire justement Éric Ciotti. La logique du tout sécuritaire nourrit les conditions d'existence du narcotrafic. Comme pendant la prohibition aux États-Unis où les gangs ont combattu la légalisation de l'alcool en s'organisant en syndicats criminels. Alors non, Éric Ciotti, la France ne devient pas orange mécanique. Les chiffres même du ministère montrent surtout une stabilité globale de la délinquance et une hausse dans des domaines largement négligés par l'extrême droite. Quant à la politique de répression des stupéfiants, elle ne montre aucun succès dans le démantèlement de ce fameux narcotrafic. Voilà pour cette fois. On se retrouve très bientôt pour commenter l'actualité politique et parlementaire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager pour diffuser une information libre, indépendante et accessible à tous. Et en attendant la prochaine fois, on vous laisse avec cette citation inspirante. Le capital est du travail mort, qui ne s'anime qu'en suçant tel un vampire du travail vivant, et qui est d'autant plus vivant qu'il en suce davantage. Karl Marx, Le Capital, chapitre 8.